Alors, bonjour à toutes et à tous. Il manque encore quelques personnes. Ils vont pouvoir rentrer par la porte ici. C'est pour moi un réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la matinée de transfert des connaissances du CRIVIF intitulée « Les femmes victimes de violences conjugales au Québec. Examen du profil des victimes, des agresseurs et du contexte ». Mon nom est Annie Pelletier, je suis directrice communautaire de l'Alliance de recherche Université Communauté Femmes, Violences et Contextes de vulnérabilité au CRIVIF. Je ne dirais pas le CRIVIF au long parce que je vais être essoufflée. Tout d'abord, au nom du CRIVIF, je tiens à remercier chaleureusement le Centre interuniversitaire de statistique sociale pour sa précieuse collaboration avec le CRIVIF au cours de la dernière année. Le CIQSS a contribué financièrement à la bourse postdoctorale du CRIVIF qui a été offerte à Frédéric Ouellet. Il lui a donné accès à des ressources pour la réalisation de ses travaux, notamment aux bases de données de Statistique Canada. Et aujourd'hui, nous accueille chaleureusement dans ses locaux, très bien équipés. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'animer la matinée. Mon rôle sera principalement de m'assurer que cette activité permette un réel transfert des connaissances bidirectionnelles entre chercheurs et praticiens. Trop souvent, les présentations scientifiques sont suivies d'une courte période de questions. Les échanges sont plus ou moins permis. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui. En effet, suite à la présentation de 45 minutes de Frédéric, notre conférencier invité, une période d'égale importance sera réservée à l'échange entre chercheurs et praticiens, ce qui permettra d'enrichir mutuellement nos connaissances. Je ne sais pas si vous avez reçu, mais on va vous distribuer, suite à la présentation, un formulaire d'évaluation que nous vous demandons de remplir pour qu'on puisse vérifier si on a atteint nos objectifs. C'est très important pour nous. Afin d'alimenter... Non. Comme vous l'avez probablement remarqué, on va enregistrer la présentation. Et pendant la période de questions, on a prévu tourner la caméra vers la salle et je voulais m'assurer que tout le monde était à l'aise avec ça. Il n'y a pas de maquilleuse, mais on voit de très loin, hein, on ne voit pas de visage sur personne, donc c'est vraiment... ça va être ensuite mis sur le site du CIQSS et nous, au Québec, on va faire un lien avec la vidéo. Alors, si quelqu'un est mal à l'aise avec ça, on peut tout simplement ne pas diriger la vidéo sur la salle. On va rester là. Soyez à l'aise de le dire. C'est le temps. Vous pouvez penser quand on va rentrer là. Alors, pour alimenter la période d'échange qui suivra la présentation de Frédéric Ouellet, je vous suggère de réfléchir aux questions suivantes. Il y en a quelques-unes. Je vais vous les répéter au début de la période d'échange. En quoi ces données scientifiques valident, modifient, nuancent, questionnent notre compréhension de la problématique de la violence conjugale? Comment ces données peuvent nourrir le développement de réponses sociales à la violence conjugale? Comment elles peuvent influencer nos pratiques? Quelles nouvelles questions de recherche nous suggèrent ces données? Comment améliorer la recherche quantitative dans le domaine de la violence conjugale? C'est une question de M. Ouellet. C'est bon, hein? Oui. Une autre aussi, comment relever le défi de la mesure des différentes formes de violence conjugale? On a pour plusieurs années à répondre à ça, notamment la violence psychologique. Alors, donc, il est maintenant le temps de présenter notre conférencier d'aujourd'hui. Frédéric Ouellet est actuellement stagiaire postdoctoral au CRIVIF dans le cadre de l'Alliance de recherche Université Communauté, sous la direction de Marie-Marc Cousineau, qui est professeure à l'École de criminologie et chercheur régulière au CRIVIF. Il est aussi détenteur d'un doctorat, évidemment, en criminologie de l'Université de Montréal et chargé de cours à l'École de criminologie. Et finalement,
Frédéric Ouellette est un passionné des analyses statistiques, pour l'avoir vu travailler, et bon communicateur. Alors, M. Ouellette, je vous cède la parole. Bonne présentation. Merci. Tout d'abord, merci de l'opportunité de présenter les résultats de la recherche que j'ai effectuée aujourd'hui. Souvent, comme chercheur, on est habitué de travailler dans sa bulle et puis on a très peu de retombées sur les recherches qu'on effectue. Aujourd'hui, je suis vraiment content d'avoir cette opportunité-là parce que, en fait, c'est une recherche qui est encore en développement, qui n'est pas terminée. Puis j'espère pouvoir l'améliorer avec la réflexion qui va suivre la présentation. Pour compléter un peu l'excellente présentation d'Annie, c'est dans ma thèse de doctorat, j'ai travaillé plus particulièrement sur les trajectoires criminelles. La violence conjugale, j'ai été amené à travailler là-dessus par intérêt. J'ai un amour pour les choses qui sont compliquées et puis j'ai découvert une problématique qui est extrêmement compliquée. Donc, ça a été un défi par rapport au sujet. J'étais pas, et je suis toujours pas un expert en violence conjugale. Ça m'a permis justement de pouvoir travailler sur un nouveau sujet, mais aussi de travailler avec des données qui sont vraiment réputées, qu'on entend souvent parler. Puis ça m'a permis de les manipuler et puis d'apprendre à mieux les connaître. Donc, ça a été mon postdoctorat tire à sa fin. Ça a été vraiment enrichissant. Je tiens à remercier tous les membres du CRIVIF de CQSS de m'avoir aussi bien accueilli durant cette année. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, ma présentation s'intitule « Les femmes victimes de violences conjugales au Québec ». C'est l'examen du profil des victimes, des agresseurs et du contexte. Aujourd'hui, ce que je vous propose, comme j'ai plus de temps qu'une présentation de 20 minutes dans un congrès spécialisé, par souci de transparence, je vais vous montrer toute la démarche, tous les choix que j'ai pris tout au cours de la recherche, pour justement que vous soyez capable d'apporter un plus-value. Si vous êtes en désaccord avec les choix, n'ayez pas peur, surtout à la fin. Je suis fait fort, puis c'est très rare que je pleure. Donc, en gros, c'est ça. Bon, les sondages de victimisation ont montré que la violence conjugale était parmi les situations criminelles les moins rapportées à la police. Que l'on prenne les sondages de victimisation ou les statistiques policières, il y a un fait qui demeure, c'est que les femmes sont surreprésentées. Tout dépendant des chiffres qu'on utilise, la proportion des femmes parmi les victimes de violences conjugales, la proportion des femmes est entre 80 et 85 %, puis entre 10 et 15 % pour les hommes. Il y a un intérêt pour la santé publique. Pourquoi? Bien parce que la plupart des femmes, beaucoup de femmes qui sont victimes de violences conjugales vont transiter par les services de santé. Ils vont faire la demande de soins. D'ailleurs, il y a une étude de Cocker en 2000, Cocker et ses collègues, qui a démontré que entre 7 et 29 % des femmes victimes de violences conjugales vont demander des soins par les services de santé. Puis il a aussi démontré dans son étude que les femmes, en fait, vont nécessiter davantage, plus de soins que les femmes qui ne sont pas victimes de violences conjugales. Donc, il y a un intérêt à améliorer la détection à ce niveau-là, au niveau de la santé publique. Comment on peut faire? Bien, c'est améliorer nos connaissances sur les facteurs de risque. C'est un peu ce que je vous propose aujourd'hui. J'ai pris différents facteurs, puis on va essayer de voir qu'est-ce qui permet de prédire qu'une femme va être victime de violences conjugales, puis une autre ne le sera pas. C'est une étude sur la violence conjugale dans un cadre précis. En fait, les données qui ont été utilisées ici, c'est les données de l'enquête sociale générale de 2009, puis plus précisément le cycle 23 sur la victimisation. Donc ici, on utilise un instrument bien précis, puis je tiens à préciser que l'enquête sociale générale, le cycle 23,
n'a pas la prétention d'être adapté ou spécifique à la violence conjugale. C'est un outil qui a plusieurs vocations, dont des mesures sur les expériences de victimisation en violence conjugale. Donc, comme c'est un cadre précis, puis que j'étais pris dans un cadre où les renseignements qui étaient disponibles avaient été déterminés par d'autres personnes, ben, je m'en lave un peu les mains. Et puis, ça ne rend pas non plus pertinent que je vous fasse une recension des facteurs de risque dans la littérature, quand au final, je vais utiliser ce qu'il y avait dans l'enquête sociale générale. L'échantillon aussi, c'est un échantillon qui est bien précis. Je me suis seulement intéressé aux femmes qui ont participé à l'enquête sociale générale, seulement les femmes québécoises. Ce que l'on cherche à savoir dans cette étude, en fait, comme je vous l'ai déjà dit, c'est les facteurs qui s'associent à la probabilité qu'une femme québécoise soit victime de violences conjugales. Il ne s'agit pas d'un examen exhaustif de ces facteurs. Comme je vous ai dit, ce n'est pas tous les facteurs qui étaient disponibles pour l'étude. Puis il s'agit d'une étude exploratoire. Puis en fait, j'espère pouvoir la bonifier avec la réflexion qui va suivre la présentation. Comme je vous ai dit en préambule, avant de commencer à m'intéresser à la violence conjugale, j'avais aucune idée à quel point ça pouvait être compliqué, que c'était un phénomène qui était vraiment complexe. Mais quand on y réfléchit, on comprend pourquoi c'est compliqué, parce que déjà là, en partant, il y a plusieurs cas de figure qui sont possibles. Un homme peut être agressé par une femme, il peut aussi avoir de la violence conjugale dans les couples homosexuels. Mais ici, on va se concentrer seulement sur un cas de figure, c'est lorsque la femme est victime d'un homme. C'est complexe parce qu'il y a une interaction entre deux personnes. Puis il est possible que les caractéristiques de la femme et les caractéristiques de l'homme qui agresse ont une influence sur le phénomène. Et on peut aussi considérer le contexte de la relation. Ça fait combien de temps que les deux personnes sont ensemble? Donc l'historique a une importance qu'il faut considérer. Puis on va s'intéresser avec ces trois aspects-là, la femme, l'homme et le contexte, à savoir qu'est-ce qui fait que la violence conjugale va surgir. Dans un monde parfait, je l'ai essayé, puis on peut en reparler après, on considérait aussi les caractéristiques du milieu de vie, du secteur, voir si le secteur peut avoir une influence. Mais je l'ai testé, on pourrait y revenir pour ceux que ça intéresse après. Les résultats n'étaient pas concluants, c'est pour ça qu'ils ne sont pas présentés ici. Vous allez voir ici, ce n'est pas représentatif de tout ce que j'ai essayé. C'est vraiment un best-of, si vous me permettez l'expression. La question qu'on se pose ici, c'est est-ce qu'on peut prédire la violence conjugale à l'aide des caractéristiques de la femme, du conjoint et de la relation? Je vais les traiter individuellement par bloc, puis après, je vais les mettre ensemble pour les faire un peu compétitionner pour voir qu'est-ce qui ressort. C'est la violence conjugale selon la perspective des femmes québécoises en couple au moment de l'enquête. Je tiens à préciser que les caractéristiques de l'homme et de la relation, c'est la femme qui a répondu au questionnaire qui a donné les caractéristiques. Je vais faire une estimation de la prévalence de la violence conjugale, mais le gros de l'étude d'aujourd'hui, c'est l'identification des facteurs de risque. Je vais vous présenter brièvement la méthodologie. Ici, j'ai utilisé l'enquête sociale générale, je l'ai déjà dit, le cycle 23 sur la victimisation. L'objectif, c'est de renseigner sur la nature et l'étendue de la victimisation au Canada. Mais c'est une enquête transversale dont le but, c'est de comprendre comment les Canadiens perçoivent la criminalité, le fonctionnement du système judiciaire, mais aussi les expériences de victimisation. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un outil qui a plusieurs vocations, qui n'est pas adapté à la violence conjugale. Ils ne s'en vendent pas d'ailleurs. C'est basé sur la déclaration de la victime. C'est des interviews qui sont faites par téléphone. On a rejoint un échantillon de 25 000 personnes. La population cible ici, c'est la population canadienne âgée de 15 ans et plus qui ne réside pas dans des institutions. Donc, les femmes qui sont emprisonnées ou qui sont en maison d'hébergement n'ont pas pu être rejointes dans cette enquête-là. C'est aussi une enquête, comme on le précise, une enquête téléphonique. Donc, les personnes qui n'ont pas de téléphone n'ont pas pu être rejointes. Puis aussi les personnes qui utilisent un téléphone cellulaire non plus. Si vous voulez, pour plus de détails, il est possible de consulter, c'est vraiment très bien expliqué, on peut retrouver toute l'information sur Internet, sur l'enquête sociale générale. Puis, il est important de préciser que bien que la recherche et l'analyse soient fondées sur les données de Statistique Canada,
les opinions qui sont exprimées ne représentent pas celles de Statistique Canada, c'est les miennes. Donc, pour continuer avec le souci de transparence que je vous avais dit, on va y aller tout d'abord avec les critères de sélection qui ont fait l'objet de l'étude. Donc, on part au départ avec un échantillon de 19 402 personnes, 422 personnes. Le critère 1, évidemment, c'est le sexe, on s'intéresse seulement aux femmes. Donc, et voilà, on enlève 44% de l'échantillon. Si j'étais aussi efficace pour faire du ménage à la maison chez nous, quelqu'un serait très content. Le deuxième critère, c'est la province. On s'intéresse seulement aux femmes québécoises. Donc, il nous reste que 2023 participants. Le deuxième critère, c'est d'être en couple. Il mérite d'être expliqué. Donc, toutes les femmes qui ont été rejointes, qui sont incluses dans cette étude-là, c'est les femmes qui étaient en couple au moment de l'enquête. Pourquoi? Je n'ai pas considéré la violence faite par les ex, même si je sais très bien que c'est une part importante de la victimisation. Dans un autre projet, j'étudie la gravité des violences conjugales. J'étudie tous les événements qui ont été enregistrés par le service de police de Montréal, ce qui est environ 52 000 événements. Et puis la victimisation par des ex-conjoints, ça représente pratiquement 30-40% des événements. Je n'ai plus le chiffre exact, mais je suis parfaitement conscient. Pourquoi je n'ai pas analysé la victimisation par les ex? Parce que dans l'enquête, il n'y a aucun renseignement sur les ex. Je n'ai aucune caractéristique. Je ne sais pas il y en a eu combien, parce que des fois, il peut y en avoir plusieurs. Puis j'ai aucune idée pendant combien de temps l'ex a été en relation avec la femme. Donc, tant qu'à analyser quelque chose que je ne suis pas trop sûr, on peut avoir une relation qui a duré 4 ans, qui s'est terminée, mais on peut aussi avoir une relation qui a duré 1 mois, puis qui s'est terminée. Donc, tant qu'à pas savoir ce qu'on analyse, j'aime mieux ne pas l'analyser puis faire quelque chose correctement. C'est pour ça que je vous présente mes critères de sélection. Il y a des données, il y a 20 répondantes qui ont été écartées des analyses. Les données étaient incomplètes. Et puis, il y a certaines choses qui me dérangeaient dans les données incomplètes, comme par exemple, il y a un des items, vous allez voir, est-ce que vous vous êtes fait battre durant les 5 dernières années? Quelqu'un qui répondait, je ne le sais pas, ça ne me mettait pas trop en confiance. Donc, j'ai enlevé certains participants dont les réponses n'étaient pas complètes. Donc, au final, ce qu'on étudie ici, c'est 1028 femmes, c'est soit 5,3% de l'échantillon de départ. Il est important aujourd'hui de regarder un peu la définition parce que j'aimerais ça qu'on puisse en parler par après. Ça se divise en 2 dimensions. Il y a la dimension violence psychologique et exploitation financière. Ici, il y a 7 items. On demandait de répondre oui, non. Est-ce que vous avez été victime de ces comportements-là? Le premier, c'est de limiter les contacts que vous entretenez avec votre famille ou vos amis. Le deuxième, vous rabaisse ou vous dit des mots blessants. Il est jaloux, ne veut pas que vous parliez à d'autres hommes ou femmes. Il lui arrive de blesser ou de menacer de blesser un de vos proches. Il exige de savoir avec qui vous êtes en tout temps. Il lui arrive d'endommager ou de détruire de vos biens ou votre propriété. Il vous empêche de connaître votre revenu familial ou d'y avoir accès, même si vous le demandez. À la base, dans ma présentation, mes animations ne marchent pas. Je voulais vous le faire estimer, mais on va oublier ça parce que c'est plutôt facile quand il est écrit sur l'écran. Les victimes de violences psychologiques et financières, ça représente 10,3% de l'échantillon que j'ai analysé. La deuxième dimension de la violence conjugale, c'est la violence physique et sexuelle. Ici, encore une fois, on a plusieurs items. On demande oui, non. Est-ce que la femme a été victime? Est-ce que votre conjoint, partenaire actuel, a menacé de vous frapper avec son poing ou tout autre objet qui aurait pu vous blesser? Est-ce qu'il vous a lancé un objet qui aurait pu vous blesser? Est-ce qu'il vous a poussé, empoigné ou bousculé d'une façon qui aurait pu vous blesser? Est-ce qu'il vous a donné un coup de pied, mordu ou donné un coup de poing? Est-ce qu'il vous a frappé avec un objet qui aurait pu vous blesser? Est-ce qu'il vous a battu? Est-ce qu'il a tenté de vous étrangler? Est-ce qu'il a utilisé ou menacé d'utiliser une arme à feu ou un couteau contre vous? Est-ce qu'il vous a forcé à vous livrer à une activité sexuelle non désirée en vous menaçant, en vous mettant en place et en vous reposant?
Donc, les femmes qui ont répondu avoir été victimes d'un de ces comportements-là, la proportion est 2,8 %. J'ai aussi les ex, au final, ils ne sont pas ici, mais je veux dire, à la base, je les intégrais dans les études, mais je les ai enlevés plus tard en réfléchissant, en me disant que ça faisait moins sens de les garder, surtout pour les facteurs de risque, parce que c'était limité. Mais si on considère les ex aussi, la proportion monte à 5,3 %. J'arrive au même chiffre que vous allez trouver sur Internet sur la victimisation au Québec. Donc, si on prend la violence conjugale, mais là, qu'on combine les deux dimensions ensemble, la violence physique et sexuelle et la violence psychologique et l'exploitation financière, on arrive à une proportion de 11,4 % des femmes qui sont victimes d'une des deux formes, de au moins une des deux formes de violence conjugale au Québec. Je vous présente la proportion, je vous compare la proportion aux autres provinces canadiennes. Puis, comme on peut le constater, le Québec arrive deuxième. Donc, on arrive dans les facteurs de risque. Le système de couleurs qui est très complexe, que je vais expliquer, c'est qu'en fait, les caractéristiques qui ont la trame de fond bleu, c'est des caractéristiques dont j'ai la même information chez l'homme. Les caractéristiques dont la trame de fond est dorée, en fait, c'est des caractéristiques dont j'ai seulement l'information chez la femme. Donc ici, on a l'âge. Comme vous pouvez voir, les participantes sont relativement âgées, 48 ans. On a le niveau de scolarité que j'ai divisé en plusieurs niveaux de scolarité. J'ai le travail rémunéré, oui, non. Est-ce que la femme a un travail rémunéré? J'ai les revenus. J'ai la consommation d'alcool. J'ai la consommation excessive d'alcool. La consommation excessive d'alcool, c'est rapporte avoir consommé plus de 5 consommations durant une soirée, durant le mois. J'ai l'incapacité physique ou mentale, la médication, l'expérience de victimisation, le sentiment de sécurité. Je vous ai mis un peu à quoi se rapporte l'incapacité physique ou mentale ici. Comme vous pouvez voir, c'est une limite dans le nombre d'activités à la maison ou au travail. C'est vraiment une limitation. La médication, ici, c'est des médicaments pour dormir, pour calmer ou pour se sortir d'une dépression. Le sentiment de sécurité est mesuré avec 3 items. Les 3 items ont été combinés dans un indice standardisé à l'aide d'une analyse factorielle. Donc, si on regarde les facteurs qui sont associés à la probabilité qu'une femme soit victime de violences conjugales, on constate que l'âge est marginalement significatif. Les femmes plus jeunes, ici je vais vous l'expliquer. C'est la proportion pour les femmes qui ne sont pas victimes de violences conjugales. C'est la proportion pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Donc, on essaie de voir si la différence est significative. Donc, on a un effet marginal de l'âge. La scolarité, aucun niveau de scolarité n'est associé à la probabilité d'être victime de violences conjugales. Avoir un travail rémunéré, c'est un facteur qui protège, entre guillemets, d'être victime de violences conjugales. Il y a aussi un effet du revenu. Les femmes qui sont victimes de violences conjugales ont un revenu moindre que les femmes qui ne sont pas victimes. La consommation excessive d'alcool est associée. L'incapacité physique, comme vous pouvez voir, les proportions ici sont quand même assez accentuées. L'incapacité physique, la médication, les expériences de victimisation et le sentiment de sécurité ont une influence sur la probabilité qu'une femme soit victime de violences conjugales. Donc, l'étape suivante, c'est de mettre tous ces facteurs-là ensemble pour voir si on les fait compétitionner ensemble, c'est lesquels qui sont les plus importants, est-ce qu'il y a des effets qui disparaissent lorsqu'on les met ensemble. Donc, pourquoi j'ai fait 2 modèles? Parce que le premier modèle c'est seulement les caractéristiques qu'on a chez l'homme et la femme. Le deuxième modèle, c'est le plus-value des caractéristiques supplémentaires qu'on a chez la femme. Donc, comme vous pouvez voir, l'effet du revenu disparaît. Et puis, l'effet de l'expérience de victimisation, autre que violence conjugale,
disparaît également. Donc, on va passer maintenant chez les caractéristiques du partenaire, du conjoint actuel. Ici, c'est des caractéristiques, des facteurs qu'on a déjà vus chez la victime. Chez le partenaire, on a seulement 2 facteurs qui sont associés à la violence conjugale. C'est le travail rémunéré. En fait, quand le conjoint a un travail rémunéré, les probabilités que la femme soit victime de violence conjugale sont moins élevées. Puis aussi la consommation excessive d'alcool, qui est un peu un facteur classique des études qu'on va retrouver sur la violence conjugale. Donc, si on les met, les deux facteurs ensemble dans un modèle de régression logistique, leur effet se maintient. Puis si on regarde la mesure de R2, puis qu'on la compare à la mesure qui est obtenue pour les femmes, avec les mêmes caractéristiques, on arrive à des proportions qui sont similaires. Ici, on a 0,21, on avait 0,26. Donc, c'est les caractéristiques supplémentaires chez la femme qui amènent plus de pouvoir explicatif. Les caractéristiques de la relation qui sont considérées ici, il y a le statut marital en union libre ou mariée, la différence d'âge entre les 2 conjoints, la durée de la relation, est-ce que le couple a des enfants, puis est-ce que c'est dans un centre urbain ou en milieu rural. Le seul qui a un effet, c'est le statut marital. Puis c'est marginalement significatif. Les femmes qui sont mariées ont la probabilité plus élevée d'être victimes de violences conjugales chez les femmes mariées. C'est un résultat qui est contraire à ce qu'on retrouve dans la littérature, puis ça va mériter qu'on y réfléchisse par la suite. Donc, si on fait la synthèse des caractéristiques des femmes, des résultats qu'on a trouvés, on a trouvé un effet de l'âge, un effet du travail rémunéré, la consommation excessive d'alcool, l'incapacité physique et mentale, la médication, le sentiment de sécurité. Chez le conjoint, on a découvert que le travail rémunéré, la consommation excessive d'alcool, avait un impact sur la violence conjugale, puis aussi le statut marital en ce qui concerne les caractéristiques de la relation. Donc, l'étape suivante, c'est de mettre tout ça ensemble puis voir encore qu'est-ce qui va arriver lorsque on mélange tout ça. J'ai gardé mon code de couleur pour identifier les caractéristiques à partir d'un truc. Et en fait, quand on met tout ensemble, les caractéristiques, le travail rémunéré chez la femme et l'homme disparaissent, puis la consommation excessive d'alcool disparaît aussi. Qu'est-ce qui reste au final? Ce sont davantage les caractéristiques de la femme, puis le statut marital qui était marginalement significatif quand on était tout seul, mais qui prend de la puissance de l'air quand on contrôle pour d'autres facteurs. Donc, en gros, ce sont les caractéristiques qui nous restent. Pardon? Oui. Pourriez-vous parler plus fort? Oui, je vais faire un effort. Donc, on a l'âge, on a l'incapacité physique. L'incapacité physique a un effet important sur la probabilité de victimisation. Les femmes qui ont une incapacité physique ou mentale ont pratiquement 2 fois plus de probabilité d'être victimes de violences conjugales. On retrouve un effet pratiquement similaire au niveau de la médication. Donc, les femmes qui prennent des médicaments pour se calmer, pour la dépression ou pour dormir, ont 1,9 fois plus de probabilité d'être victimes de violences conjugales. Le sentiment de sécurité aussi demeure. Puis on a aussi l'effet du statut marital. Les femmes mariées ont 1,67 fois plus de probabilité d'être victimes de violences conjugales. Excusez-moi. Oui. Vous parlez de sécurité, vous parlez d'argent au niveau financier? Non, c'est de la sécurité. C'est un sentiment de sécurité, mais vraiment de façon une mesure criminologique. Est-ce que vous avez peur de vous promener soit tard le soir? Est-ce que vous vous sentez bien quand vous êtes tout seul à la maison? Je peux revenir, mais les indicateurs, je les ai présentés, les 3 indicateurs qui sont dans cette mesure-là. Mais c'est vraiment un sentiment de sécurité global. Marcher sur la rue, rester seul. Je ne me suis pas arrêté là. Je trouvais quand même curieux que l'effet du travail chez la femme et l'homme disparaisse, puis la consommation excessive d'alcool disparaît chez l'homme et la femme. Donc, j'ai fait des effets d'interaction.
je vais regarder, en fait, lorsque la femme et l'homme travaillent, qu'est-ce que ça fait? Ben, on a 1,5, les femmes ont moins de chances d'être victimisées dans un tel contexte. Donc, il y a un contexte, quand les deux travaillent, les probabilités d'être victimes de violences conjugales sont moins fortes. J'ai fait un effet d'interaction aussi avec la consommation excessive. Quand les deux ont des comportements de consommation excessive d'alcool, ben, les probabilités d'être victimes de violences conjugales augmentent. Puis je me suis amusé, comme j'avais la médication et l'incapacité physique qui étaient mes deux meilleurs prédicteurs, je me suis dit, je vais les mettre ensemble. J'essaie de voir les femmes qui ont un handicap physique et qui prennent la médication, qu'est-ce que ça fait. On arrive avec un effet ici qui est assez important. Ces femmes-là ont pratiquement 4 fois plus de chances d'être victimes de violences conjugales. Donc, les implications pratiques de l'étude que j'ai réalisée. Mais en fait, quand on regarde la prévalence de la violence conjugale, on pourrait en arriver à la conclusion que c'est un phénomène rare, en particulier la violence physique et sexuelle. Mais ici aussi, ça mérite qu'on y réfléchisse, à savoir si c'est si rare que ça, puis est-ce que ça nous donne une bonne idée de la prévalence de la violence La variance expliquée de nos modèles, ben, j'en ai pas trop parlé parce qu'aujourd'hui, dans ma présentation, je voulais mettre l'accent sur que tout le monde comprenne de quoi je parle, puis je voulais pas être trop technique. Mais en sciences sociales, souvent, on va être satisfait quand on va avoir une variance expliquée de 10 %. Puis ici, je vous rappelle qu'on arrive à une variance expliquée de 10 % avec un instrument qui n'est pas adapté ou spécifique à la violence conjugale, ce qui est relativement intéressant puis important. Les résultats sont intéressants pour plusieurs raisons. Mais en fait, c'est les caractéristiques des femmes qui ressortent. Pourquoi je trouve ça encourageant? Ben, c'est parce que, comme je le disais au départ, c'est les femmes qui vont transiger par les services de santé. C'est eux qu'on peut évaluer. Tandis que le conjoint, plus difficile, les caractéristiques de la relation, c'est pas écrit dans le fond, ça fait combien de temps ou c'est quoi le statut. Donc, c'est intéressant pour la santé publique, parce que les facteurs qui ont été identifiés sont facilement observables ou évaluables. Puis aussi, avec les analyses supplémentaires d'effets d'interaction, on a été capable non seulement d'identifier des facteurs de risque, des facteurs qui prédisent la violence conjugale, la victimisation des femmes, mais aussi des situations qui sont plus risquées ou des situations qui peuvent contrer un peu l'effet du travail puis l'effet de la consommation excessive d'alcool. Il est important de préciser ici qu'il n'est pas possible dans cette étude de déterminer la chaîne causale. Qu'est-ce que je veux dire ici? C'est sûrement pas clair durant toute la présentation, mais je ne peux pas déterminer ici si une femme prend des médicaments, par exemple, parce qu'elle est victime de violence conjugale, ou si c'est la violence conjugale qui lui fait prendre des médicaments. Les limites et les réserves maintenant. Bien, la première limite, ça va être intéressant d'intégrer les ex-conjoints parce que, comme je l'ai dit, c'est une partie importante du phénomène. Mais dans l'étude ici, c'était pas possible. Il aurait été intéressant aussi de connaître la réciprocité de la violence, la symétrie de la violence, de voir les femmes qui sont victimes, est-ce que c'est des femmes qui commettent ou qui font aussi de la violence. Ça aurait permis aussi d'avoir une meilleure idée un peu de la typologie de Johnson. Les femmes qui seraient plus victimes de terrorisme conjugal versus une réciprocité de la violence conjugale. Il ne serait pas non plus compliqué dans l'enquête sociale générale d'intégrer une question sur les victimisations et les abus à l'enfance. Dans la littérature, c'est un facteur qui est dominant, puis on ne le retrouve pas dans l'enquête. La définition de la violence conjugale, en particulier celle de la violence psychologique, ben, mérite qu'on y réfléchisse. L'item dont la proportion est la plus élevée, c'est « il vous rabaisse ou vous dit des mots blessants ». Ça dépend de l'interprétation de la personne. Je veux dire, j'en ai parlé beaucoup au CRIVIF parce que c'est un item qui est toujours venu me chercher, en fait, parce que je l'ai peut-être déjà commis. Je veux dire, ça dépend comment la personne l'interprète. Ma copine peut faire à souper, puis après le souper, elle me dit, puis comment tu as trouvé ça? Ah, c'était pas mon meilleur. Si Statistique Canada l'appelle le soir, elle a peut-être été blessée par ça. Ou
dans une discussion avec des amis, je peux être pas de son côté, puis faire les contre-arguments. Puis au final, dans l'auto, c'est déjà arrivé, j'ai l'impression que tu n'es pas avec moi, que ça me rabaisse. Puis bon. Donc, j'ai un peu de difficulté avec cet item-là. Puis il y avait un item aussi endommage la propriété et machin. Mais je veux dire, moi, je suis pas très habile avec mes mains. Donc, des fois, en essayant de réparer quelque chose dans la maison, c'est possible que je l'aille endommager. Donc, mais il n'y a pas de question ici. Il n'y a pas de question d'intention. Puis ici, je vous ai mis la proportion ici. C'est la proportion quand on mettait cet item-là pour les ex-conjoints. Quand on demandait est-ce que votre ex-conjoint a vous rabaisse ou vous dit des mots blessants, la proportion était de 44 %. Ça veut dire pratiquement une femme sur deux qui a vu des ex s'était sentie rabaissée ou avec des mots blessants. Mais dans une rupture, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, j'ai certaines limites par rapport à la définition de la violence conjugale, mais en particulier celle de la violence psychologique. Mes réserves maintenant, c'est la prévalence selon le cycle 23 de l'enquête sociale générale de 2009, ce qui est représentatif de la situation de la violence conjugale au Canada et au Québec. Mes réserves de 1, c'est que c'est une enquête qui est faite par téléphone. Je me demande si une femme qui est victime de violence conjugale, surtout des sévices graves, va être prête à en parler à un inconnu au téléphone. Sans lien de confiance puis pas d'alliance thérapeutique. Donc, c'est un premier élément. C'est une participation volontaire. Maintenant, Statistique Canada peut forcer les gens à répondre, mais c'est qu'en fait, quelqu'un qui ça va pas bien, je me suis dit que quelqu'un qui vit de la violence conjugale ne sera peut-être pas porté à vouloir participer. Donc, le contexte sécuritaire, on ne contrôle pas. En fait, on pose des questions sur la violence conjugale dans le sondage, mais on ne prend pas de disposition à savoir est-ce que le mari est assis à côté. C'est sûr. Je veux dire, le contexte sécuritaire, on ne s'en assure pas. Puis, je vous l'ai déjà exposé, la probabilité de confidence dans un tel contexte, elle a certaines limites. En fait, quand je faisais ma conclusion, j'avais commencé avec quelque chose de joyeux, parce que c'est un peu déprimant. Mais ici, par rapport à la prévalence, j'ai certaines limites par rapport aux chiffres qu'on réussit à sortir. On réussit à sortir un 2,8 pour violence physique et sexuelle. Puis en fait, c'est qu'on sous-estime vraiment le phénomène. Puis mon problème, c'est que ces chiffres-là sont souvent utilisés pour décrire l'ampleur du phénomène. Puis en fait, c'est des chiffres qui sont, à mon avis, pas révélateurs. Mais l'étude qui a été faite ici, ça n'enlève rien aux facteurs qu'on a découverts. Mais il faut savoir dans quel contexte on les a découverts. Puis quand on lit quand on rapporte des chiffres de prévalence, surtout dans un contexte comme ça, je pense qu'il faut savoir qu'est-ce que ces chiffres-là veulent dire. Ma conclusion, c'est que la violence conjugale, c'est un phénomène complexe, puis une approche multidimensionnelle est à privilégier. Moi, dans la plupart des recherches que je fais, je ne me limite pas. Je ne prends pas seulement les caractéristiques de la femme. Je vais utiliser tout ce que je peux utiliser pour mieux comprendre un phénomène. Puis de toute façon, dans la littérature, surtout dans la littérature récente, on voit beaucoup les chercheurs dire qu'il faut arrêter de rester avec des œillères, mais utiliser tout ce qui est disponible pour essayer d'arriver à comprendre le phénomène. Il faut trouver un juste milieu entre les sondages de victimisation et les statistiques policières afin d'examiner plus en profondeur les différentes dimensions de la violence conjugale. Dans la littérature, on connaît peu ce qui influence la fréquence, la répétition, la gravité, puis le signalement aux autorités des actes violents. Donc, c'est un domaine d'études qui nécessite encore beaucoup d'études qualitatives, puis il faut qu'on réfléchisse à trouver des meilleures stratégies pour justement continuer à faire des études quantitatives aussi sur le phénomène. J'ai mon idée là-dessus, mais j'aimerais ça qu'on puisse en discuter tout le monde ensemble. Puis, dans un contexte où les ressources pour adresser le problème sont limitées, je pense qu'on en convient, il importe d'améliorer les connaissances afin de déterminer une meilleure façon d'agir. Je pense que c'est important de continuer à faire de la recherche sur la violence conjugale pour mieux comprendre ce phénomène-là. Donc, c'est tout pour ma présentation. Il y a des variables que j'ai écartées des analyses. Si vous vous demandez pourquoi ils ne sont pas là, il y a différentes raisons. C'est soit il n'y avait pas assez d'effectifs ou il n'y avait pas de lien avec la violence. Ça.
J'ai mis la proportion aussi des différents items dont je pouvais rapporter à la fin. La violence psychologique, l'exploitation financière, comme je vous disais ici, on retrouve là. J'ai mis les ex aussi pour que ce soit comparable. Puis si on regarde la violence physique et sexuelle, il y a plusieurs chiffres que je ne peux pas rapporter à cause que l'effectif est trop petit. Donc, c'est tout. Merci. Alors, merci beaucoup, Frédéric, pour cette présentation bien structurée, bien intéressante. Ce que je vous propose, on pourrait prendre un 5 minutes où on verra si on est à 10 minutes pour poser des questions à Frédéric et ensuite il se joindrait à nous afin que les discussions ne soient pas un dialogue entre les participants et le chercheur. Donc, ce serait bien qu'on puisse interagir ensemble sur la question. Alors, quand on prend la parole, je suggère de quand même être assez bref pour laisser la chance à plusieurs personnes d'exprimer ses idées. Alors, et aussi, quand vous prenez la parole, de vous nommer et de dire d'où vous venez pour qu'on se situe. Alors, je vous laisse, on va prendre une période de questions. Joanne Tessier, coordonnatrice de la Maison de la Document. Moi, je voulais savoir si les données, le PowerPoint serait disponible sur le web. Ben, je suis en train de faire un papier avec ça qui va être publié, un acte de colloque par le CRUVIF. Donc, ça va être disponible sur le site du CRUVIF? Oui. Ben, en fait, le papier que je suis en train d'écrire suit vraiment la présentation que j'ai faite aujourd'hui. Et à quel moment ça va être disponible? Je vais remettre mon papier le 15 décembre. Après ça, je ne sais pas quand il va être publié. Si j'ai vraiment besoin des informations, vous pouvez aussi m'écrire. Je n'ai pas de problème non plus à s'envoyer. Pour transmettre l'information, ça peut être intéressant dans le aujourd'hui. Oui. Merci. Oui, madame? Oui, Frangeur, Sûreté du Québec. Je me demandais comment on peut parler au niveau de l'âge. OK, généralement, c'est les 35 ans qui nous disent qu'ils sont vraiment cibles là, dans la violence conjugale, au niveau des couples et tout ça. Puis là, on voit ici comme âge 48 ans. C'est beaucoup plus près de la cinquantaine, comme on dirait qu'il y a une grosse différence d'âge. Fait que je me demandais de quelle façon vous expliquez ça. Là. Parce qu'en fait, l'âge, c'est un peu représentatif du sondage aussi, puis comment il est colligé, c'est qu'on prend des personnes qui sont volontaires à y répondre, puis on arrive avec une moyenne qui est comme ça. Comme je vous ai dit, je fais une autre étude sur la gravité de la violence conjugale qui utilise des données policières, puis j'ai l'âge de la victime, j'arrive à l'âge moyen, c'est 35 ans. C'est pour ça que, est-ce que vous pensez que cette différence d'âge-là peut venir biaiser vos résultats? Mais en fait, ça vient des résultats que j'ai présentés à la fin sur la façon que l'information est ramassée, de la façon que les gens participent à ça. C'est ça qui crée un peu cet effet-là. Puis c'est dans ce contexte-là, en fait, que l'étude a été faite avec certains biais. C'est pour ça qu'il faut trouver des solutions pour aller examiner le phénomène plus en détail, puis trouver d'autres alternatives. Parce que l'écart de 10 ans entre deux bases de données, puis je veux dire, ici j'ai 1000 participants, puis dans l'autre étude que je fais, si ma mémoire est bonne, j'ai 38 000 victimes. Oui, Jocelyne Fournier, je travaillais social dans un centre de santé et services sociaux à l'équipe adulte. Et moi, ma question, c'est sur les participants et les participantes qui ont accepté de répondre au téléphone. Est-ce que c'est tout à fait spontané ou est-ce qu'il y avait des régions? Est-ce que ils se répartissent comment? Est-ce que c'était plus dans la région de Montréal ou
à Bécomo? En fait, ils sont répartis partout dans le Québec. Puis en fait, au départ, mon idée, c'était de regarder l'effet du secteur, du milieu de vie. Puis en fait, j'avais demandé au CRIVIF de me donner tous les renseignements sur les maisons d'hébergement. Je voulais savoir s'il y avait une maison d'hébergement dans un secteur, est-ce que ça a un effet sur la victimisation? Comme il y a des services, l'hypothèse qu'on pourrait faire, comme il y a des services dans certaines régions plus abondantes, des services plus abondants, ben, ça pourrait être plus facile de dénoncer que dans des régions où il n'y a aucun service et qu'on est un peu pris. Mais en fait, je n'ai pas pu faire des analyses. C'est un problème statistique, c'est que ça me prend un niveau d'agrégation qui est petit. Puis en fait, le niveau d'agrégation que j'avais, c'était des circonscriptions électorales fédérales. Ça regroupe 100 000 personnes. Pour 100 000 personnes, j'ai des quartiers riches, j'ai des quartiers pauvres, je veux dire, ça devient homogène au final. Je suis pas capable, puis quand je faisais mes modèles multiniveaux avec cet effet, je trouvais rien. Parce qu'en fait, le niveau d'agrégation était trop gros. Mais j'ai des femmes de partout au Québec. C'est pour ça, en fait, que j'ai pas pu mettre, disons, des variables comme l'origine ethnique, parce qu'il y en a seulement à Montréal, ou à peu près, chez les femmes. Donc, il n'y en avait pas assez des femmes qui appartenaient à la minorité ethnique pour pouvoir les analyser. Fait que vos Québécois, c'est des Québécoises sans autre background, d'autre culture. Hein. Ben, en fait, c'est... Québécoises... Oui, en grosse partie. Sans origine. Est-ce qu'on les appelle des Québécoises pareil? Oui. Mais c'est ça, mais c'était pris... C'est un échantillon qui est fait... quand Statistique Canada font leur étude, ils s'arrangent pour que ça soit représentatif de toutes les parties. Donc, le nombre de femmes est balancé en fonction du nombre d'habitants. Donc, j'avais des femmes de partout au Québec. Comme dans la région métropolitaine, il y a plus de femmes, mais il y en avait plus aussi dans mon échantillon. Puis en fait, si je rentrais, comme je disais, l'origine ethnique, ben, ça mesurait l'effet de Montréal et pas l'effet de l'origine ethnique. C'est pour ça que j'ai laissé faire. Monsieur? Oui, bonjour. Moi, c'est Gilles Gagné. Je suis intervenant social à la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles. On donne la formation aussi en violence conjugale. Moi, j'ai une question principalement par rapport aux indices, des appels téléphoniques qui ont été faits aux femmes. Peut-être c'est intéressant aussi, comme tu disais, c'est sûr que les femmes consultent plus, vont plus dans le réseau pour au niveau de la santé, là, des indices de santé. Mais comparativement, les hommes, eux autres, qu'est-ce qu'ils auraient pu répondre à tout ça? Moi, je trouve que ça aurait été peut-être intéressant de voir parce qu'il y a de plus en plus de ressources pour ces hommes-là. Ils consultent, mais dans un contexte où ils ont été judiciarisés. Peut-être que ça serait un avenue éventuel à explorer, ça. Ah, c'est certain. C'est tellement complexe parce que la violence peut être symétrique, mais il y a aussi des hommes qui sont victimes. Il y a de la violence aussi dans les couples homosexuels. À un moment donné, il y avait des choix que je devais prendre parce que trop gros aussi, c'est plus savoir ce qu'on analyse. J'étais obligé de prendre certains choix pour essayer de circonscrire puis bien savoir c'était quoi mon objet d'étude, mais c'est sûr que ça serait intéressant aussi d'avoir les autres points de vue. Là. Parce que c'est seulement un point de vue, puis comme aussi, on ne sait pas si une femme peut rapporter être victime, mais aussi peut-être qu'elle aussi, à certaines occasions, elle devient l'agresseur, mais on ne sait pas non plus. Je veux dire, il y a plusieurs informations qui sont manquantes. Il y a certaines limites. On est capable de faire quelque chose avec ça, mais je veux dire, il faut être vraiment conscient de des limites de ces données-là. Parce que c'est juste une personne, on a juste la perception d'une personne, puis là-dedans, il y a deux personnes qui sont impliquées. On a juste le point de vue d'une personne. Madame? Céline Desrosiers, l'AREC, l'Association des retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que malgré toutes les réserves que vous amenez à la fin là, de votre exposé, bon, le fait que ça soit fait par téléphone, on ne sait pas dans quel contexte la femme peut répondre, est-ce qu'elle est à l'aise pour répondre, est-ce qu'elle se sent en sécurité. Vous arrivez à un taux de violence de 11,4 dans un contexte global où on parle de victimisation. Et c'est pas seulement ça qui est la victimisation. Moi, je suis impressionnée par le fait que malgré le fait que les femmes ont peut-être peur de parler, elles le font quand même. Alors, pour moi, là, du moment qu'il y a une femme victime, c'est déjà trop. Et votre réponse tantôt me met un peu mal à l'aise parce que
Moi, je ne crois pas à la réciprocité. Là, il y a X femmes qui sont victimes, puis il y a le même pourcentage d'hommes qui sont victimes. Vous ferez l'étude, puis on verra. Mais je trouve que ce que M. Gagné disait tantôt, c'est que tant qu'on n'a pas de chiffres, on ne peut pas faire des affirmations ou on ne peut pas faire de négation. Moi, j'ai juste un doute. Je regarde ce que vous avez fait ce que vous présentez ce matin, puis c'est ça qui m'impressionne. Et tantôt, vous aviez aussi des réserves sur la violence psychologique. Moi, je pense que c'est l'aspect culturel. On a été éduqués à accepter des commentaires qui sont blessants, ou on a été éduqués à dire c'est pas comme ça que je vais vivre avec quelqu'un. Et c'est tout l'aspect culture, l'aspect de l'éducation, l'aspect avec les jeunes filles de 15 ans qui ont un copain qui est violent, puis qui vont endurer ça. Je pense qu'il faut à un moment donné dire c'est pas comme ça que ta vie va se faire. Est-ce que c'est vraiment comme ça que tu veux envisager ta vie d'adulte et de personne plus âgée? Alors moi, je trouve que malgré les limites que vous mettez dans votre étude, que je trouve c'est très bien, c'est très intéressant de voir que dans un contexte où c'est pas nécessairement le sujet principal, les femmes répondent quand même dans une proportion importante et à raffiner, pourquoi pas, mais moi je trouve que ça montre bien l'importance de ce phénomène-là et quand les femmes osent aller faire une plainte ou osent parler à sa copine, à sa sœur, il y a déjà un commencement de changement. Parce que le silence, c'est ça qui fait que la violence continue. C'est qu'en fait, ma réserve, j'ai mis plusieurs réserves, mais on arrive quand même à un 2,8 %, mais au final... c'est plutôt 11 %. Oui, le 11 % mais avec la violence psychologique. Mais moi, je viens de criminaux. J'aime ce qui est plus objectif, puis les perceptions, je suis moins à l'aise avec ça. Je l'ai fait pareil. Mais je veux dire, n'importe quel des deux chiffres, ou le chiffre global, ou si on prend les dimensions particulières, le problème, c'est qu'au final, on peut les doubler, sinon pas les tripler. Là. Puis avec toutes ces réserves-là, on finit par arriver à ça. Puis avec un outil qui n'est pas spécifique, on arrive quand même à être capable de prédire 10 %. C'est pas... Non, c'est l'étude sur les facteurs de risque, c'est quelque chose que il y a certaines limites aussi, mais que je crois plus. Mais la prévalence, c'est parce que ces chiffres-là sont vraiment utilisés beaucoup par les médias. Puis en fait, mon problème à moi, c'est que ça sous-estime le phénomène. Puis en fait, c'est un problème qui mérite qu'on s'y attarde puis qu'on mette plus d'énergie là-dessus. Puis il reste encore beaucoup de choses à savoir. Moi, j'aimerais ça savoir, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on porte plainte à la police? Parce qu'il y a eu combien d'incidents avant? C'est quoi le processus? Qu'est-ce qui explique la gravité? J'ai fait une étude sur la gravité avec les statistiques policières qui donne des résultats vraiment intéressants. Mais moi, j'ai mes idées sur qu'est-ce qu'on doit faire parce que la recherche qualitative nous donne beaucoup d'outils, mais c'est plate. Mais souvent, les chiffres, c'est parlant, puis c'est réutilisé par les médias, puis ça permet qu'on en parle plus, puis qu'au final, peut-être qu'on met plus d'argent là-dedans. Là. Mais il faut trouver une solution pour régler ces problèmes-là. Trouver le juste milieu entre le sondage de victimisation. Puis, parce que le sondage de victimisation vient chercher des femmes qui... Moi, je l'avais regardé pour savoir qui porte plainte à la police. J'en ai pratiquement pas là-dedans qui porte plainte à la police. Mais on a les incidents hyper graves qui arrivent à l'attention de la police. Puis de l'autre côté, on a le sondage de victimisation, mais entre les deux, on ne sait pas ce qui se passe. Madeleine Lambolé, Université de Montréal, doctorat en criminologie, tu viens de le dire, c'est parce qu'avec les statistiques, on va chercher une information, puis si on les combine avec une méthodologie qualitative où on va rencontrer la personne, on va avoir un entretien en profondeur, on va aller chercher d'autres informations aussi. Ce qui serait l'idéal, c'est vraiment de combiner cette étude-là, mais aussi d'aller rencontrer des femmes et d'aller chercher d'autres éléments plus en profondeur. Moi, Fred travaille en Canty, moi je travaille en Cali, puis c'est sûr que lui m'a apporté des informations ce matin, puis moi de mon côté, pareil, en travaillant avec des victimes de violences conjugales dans un contexte avec les familles migrantes, je peux aller chercher d'autres informations pour compléter le point qu'il a amené ce matin. Mais c'est ça, je crois que faut combiner les deux pour arriver à avoir un résultat beaucoup plus parlant, puis beaucoup plus complet surtout.
C'est une proposition pour qu'on travaille ensemble, je suis d'accord. Sauf que les médias, c'est ça qu'ils veulent. Eux, ils veulent des chiffres. C'est ça. Moi, quand on vient me dire, ouais, mais c'est quoi tes chiffres? J'ai fait, non, moi, des chiffres, j'en ai pas. Ça n'intéresse pas. C'est ça le problème. Je prends une dernière question, après on va plutôt fonctionner en échange. Ma question, ça préciserait peut-être aussi la sous-estimation de la violence conjugale. Frédéric, c'est les critères d'inclusion pour rentrer dans l'enquête, c'est quoi? Est-ce que c'est d'avoir commis un acte de violence physique au cours de la dernière année? Il n'y a aucun. C'est qu'en fait, eux, ils veulent que ce soit représentatif de la population. Donc, s'ils veulent tant de femmes de 35 ans, ils vont en appeler jusqu'à temps qu'ils réussissent à arriver à leur quota, puis par région. Okay. Fait qu'ils ne se soucient pas d'un niveau de victimisation. Il n'y a aucun autre critère que la représentativité de la population québécoise. La deuxième question, leur définition de la violence conjugale, c'est quoi? C'est les éléments que j'ai présentés. Donc, c'est uniquement... Donc, le cycle de la violence n'est pas... Non, regarde pas tes acétates, réponds-moi. Le cycle de la violence n'est pas inclus dans la définition. Non. Donc, ça, c'est une violence qui peut être ponctuelle. Donc, si toi, comme personne, tu as subi un acte de violence physique, tu peux faire partie de l'enquête. Si tu en as subi 10, tu peux faire partie de l'enquête. C'est qu'il y a beaucoup de poids, plusieurs mesures. Oui, mais tu veux, ils demandent la fréquence des actes. Mais... Non, oui, je suis d'accord avec toi, mais écoute-moi. N'importe qui dit qu'il a vécu la violence, qu'elle soit physique, psychologique, ou qui en a vécu seulement une fois, va rentrer dans l'enquête. Je ne suis pas sûr que je te comprends parce que, écoute, n'importe qui peut rentrer, que tu n'en aies pas, oui ou non. Et que tu n'en aies pas, oui ou non. C'est ça. Okay. Tout le monde. OK. Donc, tu vois qu'il y a beaucoup de disparités entre les gens. Oui, mais c'est énormément de c'est ça qui limite ce que je peux faire aussi, parce que même Voilà. j'avais voulu voir l'intensité de la violence. J'ai pas d'effectifs. Je n'ai pas beaucoup qui sont victimes. Fait à regarder plus en détail. Moi, je voulais... Ça, c'était supposé être les préliminaires, de regarder après ça l'intensité, puis après ça, de regarder le processus de on porte plainte. Mais si j'ai 4 victimes qui portent plainte à la police, il n'y a pas d'études quantitatives là-dessus. C'est pour ça que j'ai été obligé d'arrêter là. Okay. Voilà. Et la définition de la violence aussi peut-être peut faire que ça sous-estime aussi le phénomène. Bien, la violence physique, c'est quand même... C'est des actes, mais la violence psychologique, il y a beaucoup d'items là-dedans que je suis d'accord, mais il y en a au moins 2 que je suis tiède. Mais moi, habituellement, je veux dire, tout le monde a le droit de faire de la recherche, tout le monde a ses orientations, tout le monde a le droit à ses choix. Moi, j'aime mieux des mesures plus objectives, qu'on ne peut pas s'astiner au final. Je veux dire, un voie de fait, c'est un voie de fait. C'est ça. Moi, je suis plus à l'aise avec ça qu'aller... Moi, je suis plus d'orientation sociologique, moins psycho. Les mesures de psycho, je les utilise parce que je croyais que c'était intéressant pour tout le monde. Mais moi, si on me demande si j'embarque là-dedans à toute vitesse, je suis pas trop sûr. Mais oui, ce que je veux dire, c'est que ta violence, ça reste des actes ponctuels. Donc, probablement que ceux qui la vivent à répétition au quotidien avec une intensité, une chronicité, tu les as pas toutes dans ton étude. Est-ce que tu comprends? Je t'invite à aller voir une étude sur la gravité. Je l'ai fait le cycle là-dedans. Alors, il y a encore des questions. Je demande aux gens. Il y a 4 questions encore. Je vais faire très, très vite. Lise Montminy du CREVIF. Frédéric, au-delà de toutes les limites que tu as mentionnées, il y a quelque chose qui me préoccupe énormément, on n'a pas parlé, c'est, tu as mentionné le facteur d'incapacité physique et mentale, que je trouve que le pourcentage est assez important pour qu'on aille beaucoup plus loin là-dedans, qu'on s'en préoccupe. Peut-être c'est un lien avec l'âge, je ne sais pas, mais si on pense à la rareté des ressources, ben, si ça demeure un facteur important, ben moi je pense qu'il va falloir faire quelque chose à ce niveau-là parce que ces femmes-là sont souvent invisibles, on les voit pas, pour toutes sortes de raisons, mais c'est très, très préoccupant. C'est inquiétant, puis quand je faisais les résultats, souvent j'allais dîner avec les gens du CREVIF, puis j'en parlais. C'est un résultat qui me dérangeait parce que, en fait, ils
il faudrait examiner pour être capable de déterminer est-ce qu'ils sont victimes parce qu'ils ont l'incapacité physique ou c'est la violence qui les a rendus, qui a donné l'incapacité. Ça, il faudrait vraiment le savoir. Mais c'est des personnes qui sont plus vulnérables. Puis, la prise de médicaments, ça mesure de façon indirecte aussi une certaine souffrance. Puis quand on les combine ensemble, mon effet d'interaction, là, on tombe à 4 fois plus de choc. Je pense qu'il y a quelque chose là qui doit être fait parce que c'est très préoccupant. Tout à fait. Oui, non, c'était simplement pour rebondir un peu sur ce que disait Myriam. Oui, Katia, de postdoctorante au CRILIF, enfin, je viens de finir mon postdoctorat au CRILIF. Sur justement, tu te posais la question par rapport au fait d'être blessant ou de menacer de blesser quelqu'un et que ça nous arrive peut-être un peu à nous tous et nous toutes. Ce que je me posais comme question, c'est est-ce que ça serait pas plutôt quelque chose qui serait à juger par rapport à la fréquence? Parce que comme on sait en termes de violence psychologique, c'est souvent quelque chose qui se fait en termes de contrôle, de dénigrement, mais plutôt dans un processus régulier et systématique, avec un désir de dénigrer et de rabaisser la personne. Et donc je me posais la question si ça serait pas intéressant de mettre dans une enquête. C'est une des limites, puis j'ai pas, comme habituellement, j'ai pas suivi mon plan de match, mais dans les réserves, c'est que aussi on connaît pas le contexte dans lequel la violence conjugale survient. On n'a aucune idée si c'est par autodéfense, par etc. Là. Donc on n'a aucune idée du contexte. Puis en fait, ça peut être arrivé une seule fois. Puis ça ne fait pas partie d'un cycle, puis on aboutit là. Ça fait partie. Marie-Seringue Frère-Hénard du CRIVIF. Frédéric, c'est juste une question de clarification. Tu as travaillé, si je comprends bien, avec le 11% du Québec, violence physique, violence psychologique. Est-ce que tu as fait des analyses pour séparer uniquement la situation quand on regarde violence physique et quand on regarde violence psychologique? Est-ce que tu as pu avoir de l'information là-dessus? Parce que souvent, les enquêtes vont chercher la violence physique uniquement parce que c'est, comme on dit, clean. Là. Mais alors, je voudrais savoir comment t'as-tu poussé jusque-là? Ça serait intéressant si tu l'avais fait. La question est excellente, puis j'y ai pensé. Mais le problème, c'est que la fréquence de la violence physique n'est pas assez importante que je ne peux pas la diviser. Elle vit un peu à cause de son grand frère, la violence psychologique. Je ne pouvais pas les séparer. C'est pour ça que moi, je prévoyais aller plus loin que ça. Mais je veux dire, je suis limité à cause de l'effectif. Mais si tu le prenais au niveau canadien, là, tu aurais suffisamment. Ouais. Mais c'est parce qu'à la base, le projet, c'est faisable si on va au niveau canadien. Mon projet était bâti au Québec parce que je voulais contrôler pour les milieux de vie. Parce que moi, je fais beaucoup d'analyses multiniveaux, puis je m'intéresse aux effets de l'environnement, du milieu de vie. Puis j'ai fait le projet en fonction de ça, mais j'avais vendu un projet, Les femmes au Québec. Mais je me suis ramassé, pris en cours de route. Je l'ai essayé, mon multiniveau, mais comme je l'ai dit, j'étais pris avec des territoires qui regroupent 100 000 personnes. Ça fonctionnait plus. Mais au niveau canadien, on pourrait sûrement le faire. Ça serait intéressant. Okay. Oui, moi, c'est juste pour lancer une idée en l'air. Comme ça, je suis sergent détective Jolie, je travaille pour la police de Montréal, puis c'est ce que je fais, des dossiers de violence conjugale depuis de nombreuses années. Puis, madame a mentionné tantôt, parce qu'on n'a pas le gouvernement, s'il veut mettre de l'argent là-dedans, on le sait tous, là, on ne mettra pas la tête dans le sable, on sait tous que c'est une grande priorité, puis que rien ne va plus, faites vos jeux. Puis si c'est une question de chiffres et tout pour mettre le gouvernement à dire, regarde, faites de quoi, puis donnez-nous plusieurs autres services. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'idée, en tant que chercheur, de vous greffer à des gens terrain comme moi, qui rencontreront, là, tu vas les avoir pendant, je sais pas, moi, 6 mois, 1 an, peu importe, tu suis mes victimes. Moi, je les ai jusqu'aux homicides. Tout genre de voies de fait, de menaces, d'harcèlement, peu importe le dossier. S'ils décèdent, malheureusement, c'est des homicides, mais j'en ai de toutes les couleurs, de toutes les grandeurs. C'est sûr que j'ai le réseau de Montréal, mais vous pouvez faire ça ailleurs. Mais pourquoi vous ne vous greffez pas, justement, une personne comme moi, qui rencontre ses victimes, qui parle à eux, puis là, vous allez avoir vos questions et vos statistiques on the spot. C'est une petite idée. C'est une bonne idée. Et moi, monsieur Frédéric, si vous voulez travailler avec moi, ça va me faire très plaisir.
je l'ai fait. J'ai analysé les données des statistiques policières, mais c'est sûr que j'aurais besoin pour remplir un volet qualitatif. Ce serait rencontrer les gens qui travaillent avec ces personnes-là. Moi, ça viendrait bonifier parce que, comme le disait Madeleine, moi, je crois beaucoup au devis mixte. Moi, je suis pas. J'ai utilisé beaucoup les méthodes quantitatives, mais ça prend un moyen pour arriver à une fin. Moi, je donne les cours en recherche à l'université, puis j'ai toujours la moitié de mes étudiants qui sont en quali, puis l'autre en quanti. Moi, j'ai fait beaucoup de quanti. C'est des recherches qui vont plus vite, mais on a vraiment besoin du quali pour comprendre les résultats de quanti. Comme par exemple l'incapacité, faudrait s'attarder là-dessus puis aller voir ça, mais plus au niveau qualitatif que quantitatif. Puis j'ai fait une première étude sur la gravité, puis je suis en train de regarder le processus de porter plainte. Puis on arrive à des résultats relativement troublants. Quand les événements sont graves, c'est souvent un tiers qui porte plainte et pas la femme, puis on essaie de savoir pourquoi. Je suis en train de travailler là-dessus. Je pense que le partenariat serait une idée d'aller chercher vraiment le terrain. Tu sais, les connexions se font tout de suite. Ah oui, c'est ça. On n'arrête pas pour faire bouger notre gouvernement. Oui, c'est ça. Alors, on a vraiment pris une grande période de questions. Et Madame a comme un peu introduit la période de discussion avec une proposition de partenariat. Super! Donc, je vais vous répéter un peu les questions avec celles qu'on vient d'amener aussi par nos questions. Les questions qui ont été posées, juste pour nous remettre à l'esprit les questions. Oui, Frédéric change de position maintenant. En quoi ces données scientifiques valides, modifient, nuancent, questionnent notre compréhension de la problématique de la violence conjugale? On parlait de la question des incapacités puis de la justification. Mais là, est-ce que c'est. Qu'est-ce qui vient avant? Est-ce que c'est des gens qui prennent de la médication et qui sont rendus, qui ont des incapacités parce qu'ils ont vécu de la violence? Ou c'est un facteur de vulnérabilité à la violence? C'est pas évident. Comment ces données peuvent nourrir le développement des réponses sociales à la violence conjugale? Comment elles peuvent influencer nos pratiques? Quelles nouvelles questions de recherche nous suggèrent ces données? Je pense qu'on en a déjà présenté. Comment améliorer la recherche quantitative dans le domaine de la violence conjugale? On a aussi commencé à répondre à cette question-là. Comment relever le défi de la mesure des différentes formes de violence conjugale, notamment la violence psychologique? Frédéric a montré, en fait, que dans l'enquête sociale générale, pour mesurer, je disais qu'il y avait une personne qui avait, dans ton échantillon, il y avait une personne qui avait répondu à quelle question déjà? Il y a en bas de 5 personnes. Tu n'as pas le droit? Okay. Disons que des personnes qui avaient rapporté s'avoir fait battre durant tout le temps, durant les 5 dernières années, mettons que c'était inférieur à 5, pas mal. Inférieur à 5 personnes qui ont répondu ça, donc c'est peut-être des questions qui devraient être posées différemment dans l'enquête sociale. Alors, je vous remets ça sur la table. Je vais prendre des tours de parole. Je vous demande d'être assez clair avec votre main pour que je puisse vous repérer facilement. Alors, les échanges peuvent être lancés. Ben, moi, Marie-Laure Guillot, travailleuse sociale, équipe santé mentale au C3S Jeanne-Mance, et je trouve que ce que ça souligne par rapport à la vulnérabilité des femmes, quand on parle d'incapacité et de médication, comment c'est important d'avoir en tête la lecture de la dynamique ou du couple, parce que souvent, ça peut être évacué en fonction des symptômes, et même en psychiatrie, en deuxième ligne, on n'a pas le réflexe d'explorer ce qui se passe au sein du couple, alors qu'on a des femmes qui sont aux prises avec des symptômes dépressifs, anxieux et tout ça. Fait que ça vient juste reconfirmer l'importance pour moi et mon équipe, surtout en santé mentale. Au service courant adulte, on est plus allumé là-dessus. Santé mentale, un peu moins. Mais comment il faut regarder ça, ça vient juste confirmer, en fait, ce qu'on sait, mais c'est pas évident à mettre en pratique. C'est souvent évacué. Oui. C'est sûr, mais j'abonde dans le même sens. Parce que moi, la clientèle que je vois,
à l'équipe générale, c'est des premiers épisodes dépressifs, des troubles anxieux. Et souvent, c'est pas des histoires de dépression à l'adolescence ou des troubles anxieux à l'adolescence, mais c'est des femmes de 30 ans, 35 ans qui tout d'un coup sont médicamentées, ont des troubles à l'axe 1. Puis moi, je les vois et c'est pas rare, je vous dirais, là, c'est souvent, je questionne la relation, et c'est souvent en lien avec des dynamiques de violence conjugale. Et c'est pas des violences physiques. C'est plus dans cette dynamique-là de dénigrement et sur une base de 1 an, 2 ans, 3 ans. Et justement, parce que quand vous dites les femmes, moi, ce qui venait, c'est, pour moi, ce que je vois dans ma pratique, c'est le résultat d'une dynamique de violence conjugale. Moi, excusez, il n'y a pas de statistiques, mais c'est pour enchérir avec ce qu'elle dit. Moi, je vais avec terrain, OK? Avec ce que je vis depuis 10 ans. J'ai beaucoup de jeunes et je trouve que les jeunes ont beaucoup de problèmes de santé mentale, mais genre personnalité limite, des borderline, beaucoup de socio-affectifs. Et je me demande s'il n'y a pas tout aussi l'influence de notre changement social en ce qui a trait à Facebook, Twitter, tous ces trucs-là. Là, pour moi, c'est une caractéristique que je vois souvent. Et puis, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elles ne portent pas plainte. Ils sont pas assez solides physiquement et mentalement pour aller jusqu'au bout des choses. Et quand je les prends sous mon aile, quand finalement ils décident de porter plainte, qu'il y a quelque chose de police qui arrive, il y a souvent des antécédents, écoute, épouvantables pour des jeunes filles de 20-25 ans. Là. Ça, c'est ma moyenne. Mais comme je vous dis, moi, c'est pas des chiffres que je vois dans la vie de tous les jours que je voulais vous partager. Oui, madame. Manuela Pedroso, du Centre d'aide à la famille, pour enchaîner un peu aussi la difficulté que les femmes ont à s'identifier comme victimes de violence aussi, parce qu'on se sent mal, cherche partout d'autres causes, et pour vraiment accepter vraiment ou voir que vraiment son problème c'est de son agressé, vraiment c'est pas mal difficile. Normalement, je vous parle de terrain aussi. Quand je reçois des clientes, normalement, c'est au 3e rencontre qu'ils vont identifier après travailler le cycle de la violence comme des victimes de violence. Oui, je viens d'entendre les 2 dernières personnes qui avaient parlé. Est-ce que vous avez des suggestions, des choses que vous pensez qu'il serait à faire pour améliorer la situation? Alors, vous êtes policière, vous êtes travailleuse sociale. Avez-vous pensez-vous à des choses qui pourraient être faites, des pratiques qui pourraient être améliorées? Je ne sais pas, mais est-ce que vous pensez à des solutions? Oui. Ben, les jeunes, je pense qu'on va les chercher plus. Regardez, tout le monde tripe sur Facebook. Pourquoi qu'on ne ferait pas des annonces Facebook? Et tout le monde tripe sur YouTube. Ben, faites des annonces YouTube, allez dénoncer que c'est inacceptable, puis c'est pas comme ça qu'on grandit. Puis c'est défaire, dans le fond, ce que ces mécanismes de communication-là laissent accepter un peu. Tu sais, je fais rire des fois des gens dans des classes parce que je parle de Rihanna. Hein? Rihanna qui s'est retrouvée à un moment donné avec un visage ennemi suite à un coup de poing, puis qui se retrouve à la télévision, puis après ça dire ben non, c'est pas de sa faute, puis il n'y a pas eu de manuel d'instruction quand il est devenu un homme, puis c'est pour ça, puis regarde, elle l'a défendu, puis Rihanna, c'est la star de tous les jeunes. Fait que regardez le message qu'on envoie là-dedans, tu sais. Alors, c'est d'aller défaire ce que les autres sont en train de faire, finalement. De la publicité, puis je pense que c'est comme ça que je les rejoins. Écoutez, c'est tellement fort
pour ces jeunes-là que quand je cherche une disparition, là, ben c'est le volet que j'utilise. Je vais avoir plus de réussite d'envoyer des amis sur Facebook, Twitter, toutes les mécaniques que les autres connaissent. Et moi, en plus, je suis un dinosaure là-dedans, que d'envoyer mes patrouilleurs sur la route pour faire des recherches. Je les retrouve grâce à ces mécanismes-là, des Tex-Mex, Alors, je pense que si on publicise ça, puis on envoie un message clair à la télévision, tu sais, on en fait des messages là, sur les accidents de voiture avec les textes, puis tout ça, puis regardez la boule de neige que ça fait. Dernièrement, on a eu la fille du juge, là, qui a fait réagir pour que les enfants n'acceptent pas la violence à la maison. Regardez comment ça a réagi. Ben, je pense que c'est ces mécanismes-là qu'il faut opter pour... parce que les jeunes filles, souvent, là, quand ils me disent ben moi, finalement, j'ai une personnalité borderline et tout ça, c'est parce qu'ils ont des parents derrière qui ont réalisé que leur enfant ne filait pas trop, puis qui était pris dans un engrenage, tout ça, mais quand ils n'ont pas ça derrière, avant que ça sorte, là, que ce soit découvert, là, c'est des années de violence. Là. Parce que là, on va les sauver juste quand ils vont avoir 30-40 ans, puis encore là, malheureusement, mais c'est vraiment un créneau où je le vois. Il y a toute une... C'est mon opinion personnelle, là, je ne représente pas le service, mais il y a toute une connotation sociale derrière ça aussi, sur un peu le dénigrement de la femme parfaite, l'image, il y a tout ça aussi, cette dynamique-là qui touche mes jeunes victimes. C'est transparent quand je leur parle. Vous parliez de faire des liens, de travailler avec les gens sur le terrain, comme ce que vous faites et ce qu'on fait nous à l'université. Je veux juste vous dire, j'ai une étudiante qui s'intéresse énormément à ça, tout ce qui s'appelle les médias sociaux, comment elle dit qu'effectivement, ça a une influence très, très grande chez les jeunes, puis elle travaille à bâtir un programme avec les jeunes pour voir comment ça pourrait utiliser les médias sociaux, non pas comme un moyen pour exercer la violence, mais le contraire. C'est exactement dans le sens de ce que vous dites. Alors, je pense que c'est intéressant. J'ai des bonnes idées, même si je suis pas universitaire. Madame en arrière, est-ce que vous avez des... J'irai dans le même sens parce qu'aujourd'hui, tout se passe, même les menaces, les femmes sont menacées par Internet, par le biais d'email, je pense que c'est un outil qu'on va utiliser pour le faire aussi. Il faudrait travailler. Ouais. Oui, moi, pour revenir aux médias sociaux, j'ai voulu, dans le cadre de ma recherche, utiliser les médias sociaux pour rejoindre la population que je voulais rejoindre. Sauf que moi, c'est l'éthique qui m'a mis des bâtons dans les roues. J'ai pas pu utiliser ces médias-là pour aller rejoindre ma population. Donc, il y a aussi, je pense, à faire du côté de la recherche, un pas à faire à ce niveau-là. Et quand je leur ai posé la question à l'éthique, ben, je leur ai posé une colle parce qu'ils ne savaient pas quoi faire avec mon cas. J'ai dit comment, qu'est-ce qu'on va lui dire? Donc, on m'a dit non, comme ça, c'était plus simple et l'affaire était réglée. Donc, voilà, sauf que je pense que si j'avais pu utiliser ces médias sociaux-là, j'aurais pu aller beaucoup plus loin que ce que j'ai pu faire. Bon, il faut regarder les titres, là, et voir comment on peut aller plus loin. Oui, parce que c'était frappant, même dans la recherche que vous avez faite, c'était des femmes avec téléphone. Oui. Alors, même pas de cellulaire, même pas. Il y a quelque chose qui est un petit peu. Qui va faire que on n'aura pas la clientèle, justement, des 30 ans, des 20 ans et tout ça. C'est pour ça que là, je viens à 40 années aussi. Oui? Ben, je voulais répondre à la question de madame. Dans le sens, nous, au centre de santé, services sociaux où je travaille, ça Vaudreuil-Soulanges, et puis en collaboration avec une maison d'hébergement, on a fait un projet où on est allé rencontrer les coiffeurs et on faisait des formations, on faisait la formation avec la responsable, moi, et les coiffeuses de la région. Et ça a été vraiment très, très intéressant, où là,
on parlait de la violence conjugale et où on en parle comme, je dirais, une pathologie relationnelle, où ça finit qu'un des partenaires est vraiment atteint sur le plan de sa santé, parfois de sa santé physique, de sa santé mentale, et c'est destructif pour les deux. Donc, c'est ça. Et à travers ces formations-là, quand on parlait de la violence, des dynamiques relationnelles violentes, à notre surprise, il y avait des jeunes, ça se passait surtout dans les jeunes de 30 ans, où ils disaient « mais je suis violente ». Puis je savais pas. Donc, ça rejoint ce que vous dites aussi. Oui, il y avait une dame ici. Oui, ben moi je trouve que la clé est dans la sensibilisation, en fait, d'arrêter aussi de normaliser la violence. Et entre autres aussi d'arrêter de la confier à la violence physique aussi, de considérer tout l'aspect psychologique, je trouve ça primordial, le contrôle et tout ça. C'est de sensibiliser de par n'importe quel moyen, Facebook, etc. Je trouve que tous les moyens sont bons. Oui, Monique Villeneuve, je suis coordonnatrice à table de concertation de violence conjugale de Montréal. Moi, je vais embarquer sur un autre sujet. En fait, je trouvais ça intéressant, mais moi, ce que j'irais dans l'allée des suggestions, en fait. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait d'aller plus loin pour regarder la question des contextes. Parce que, en fait, plus ça fait, je dis l'aller, mais en fait, je pourrais utiliser un autre mot. C'est le contexte de la relation, le contexte des valeurs, le contexte culturel, le contexte de présence ou non d'enfants, et la superposition de ces différents contextes de vie-là, en fait. Bon, puis tu en as parlé, Frédéric, le contexte, la violence conjugale comme telle, tu sais, tu as parlé de la fréquence, la répétition, la gravité, tout ça, et la superposition de l'analyse de ces différents contextes-là, je pense que ça nous donnerait vraiment une analyse fort intéressante et certainement des outils pour encore mieux comprendre la violence conjugale. Moi, je serais, pas juste moi, mais il me semble qu'on aurait là une piste d'exploration très intéressante. Il me semble pas qu'on a beaucoup exploré ce champ de recherche-là. En tout cas, pas à ma connaissance, je ne connais pas toute la recherche. En fait, la question des contextes. Ma solution à moi j'ai fait beaucoup d'analyses de trajectoire durant ma thèse, avec des calendriers d'histoire de vie. Puis il me semble qu'en violence conjugale, ce serait vraiment... ce serait pertinent de le faire. Parce qu'on regarde, disons, la situation de travail, où les gens vivent, on demande toutes sortes de questions, depuis combien de temps que le conjoint. Dans le calendrier, on est capable de dire par mois, ça a été quoi la fréquence des actes violents, que ce soit psychologique ou physique. On est capable de déterminer le processus, puis de comprendre la gravité, la répétition. On serait capable de le faire avec des études de trajectoire. On peut le faire en qualitatif. Puis moi, dans ma thèse, je l'ai fait en quantitatif. Je pense que c'est primordial pour mieux comprendre. C'est compte tenu de la complexité, justement, de la violence conjugale. Moi, je pense qu'il faut ajouter plusieurs couches pour mieux saisir, comprendre. C'est se donner une chance de tenter de comprendre cette complexité. Oh, je pense qu'il ne faut pas s'y limiter. Il faut le faire, ça. Je crois qu'on est... Enfin, c'est ma suggestion. Oui. Moi, je voudrais féliciter ton travail que tu fais. Premièrement, pour une première cause, que tu es un homme. C'est vrai. Parce que pour les hommes, on a beaucoup de différences qui se complètent très bien avec les femmes. Ceci étant dit, moi, dans la clé par rapport au contexte, en 98, j'avais fait des présentations dans des écoles polyvalentes. J'ai rencontré 2500 étudiants de niveau de secondaire 3 à secondaire 5. Je suis convaincu aujourd'hui, je ferais en 2011 le même projet au niveau des rapports égalitaires. J'aurais sinon les mêmes réponses par rapport à la relation de pouvoir entre un homme et une femme, même à ce niveau-là. Je suis encore étonné aujourd'hui
Parce que moi-même, dans ma relation avec ma conjointe, quand on tente d'être égalitaire dans certains contextes, des fois, on peut se faire regarder, tu sais. Mais tout ça pour dire que moi, je pense au niveau une clé qui serait intéressante à faire, ce serait de travailler les cliniciens et les chercheurs ensemble. Parce que souvent, il y a un trou, c'est pas comme une pont de la Concorde qui va s'effondrer, vous allez me dire, mais n'empêche qu'il y a des liens à faire. Moi, un matin, je suis venu ici avec un esprit d'ouverture. Puis souvent, j'ai rien contre les femmes, au contraire, je travaille dans un environnement de femmes. Puis je trouve que les hommes, des fois, on est sur d'autres choses. T'sais. Puis les deux ensemble, pour moi, je le vois au jour le jour parce que les deux, on travaille ensemble. Puis on fait de la formation avec des intervenants au niveau du dépistage. Dans notre discours que moi j'ai par rapport à elle, la complémentarité qu'on a, ça a de l'impact. Beaucoup d'impact chez les gens dans leur travail, mais dans leur propre vie. Puis moi, je me dis, si ça donne de l'impact dans leur propre vie après, quand ils sont en contact avec d'autres gens, pour moi, là, je suis encore, c'est un ancien discours, d'aller dire, mais il faut le dénoncer, il faut le nommer, puis il faut que ça arrête à un moment donné. Je veux bien croire qu'il y a des médias sociaux. Mais en 98, il n'y en avait pas de médias sociaux. Puis un jeune m'avait rencontré, un gars de secondaire 4, comment il se prenait pour dénigrer les filles. Mais c'était accepté. Il n'y a personne qui se levait qui se disait « Wow, il n'y a pas un gars dans la classe qui disait « Hey, qu'est-ce que tu fais là, man? T'as pas rapport pantoute, tu sais. » Les autres validaient ça, tu sais. Je suis convaincu aujourd'hui, c'est encore ça. Puis sinon, pire, tu sais. Tu sais, à tous les jours, même d'informations arrivent, j'arrive avec les journaux, moi. Je regardais un matin, t'arrivais ça. Écoute, ça arrête pas à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Moi, le gouvernement, là, excusez-moi, mais je ne crée pas bien, là. Je ne crée pas, depuis les dernières années, je vote parce que je suis un citoyen, mais je ne crois pas par rapport à la politique en matière de violence conjugale. Les bouts, c'est de la foutaise, tu sais. On s'implique sur des tables de concertation autour de bras. Il y a zéro reconnaissance. Bref, tout ça pour dire que continue ton travail, continue ta recherche, puis je peux te dire une chose, c'est très, très, très utile. Non, simplement pour dire que moi, je parle, c'est un avis personnel, mais je me dis que beaucoup de choses se font par la socialisation, par l'éducation. Et je me disais que la prévention dès le plus jeune âge, pour moi, représente un outil essentiel. Et je ne sais pas si c'est quelque chose qui est envisageable, mais dès l'école, peut-être des intervenants qui ne passent ou peut-être les professeurs, les enseignants qui pourraient avoir un module sur l'égalité entre les sexes, entre les jeunes. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera sur le long terme, en fait, à changer les mentalités. C'est en prévenant dès le plus jeune âge, dès l'école, parce que ce seront les futurs parents qui, par la suite, en fait, après, éduqueront leurs futurs enfants, etc. Donc c'est quelque chose que je vois vraiment sur le long terme. Merci. Il y a deux autres interventions. Oui, puis il y a cette dame ici. Ben moi, en fait, je voulais renchérir par rapport à ça, parce que je trouve que de dénoncer la violence conjugale, c'est tout à fait, faut continuer à le faire, mais moi, j'accompagnerais le message de la promotion de la relation égalitaire. On est constamment en train de dénoncer ce qu'on ne devrait pas vivre, mais est-ce qu'on fait la promotion de ce qui devrait être égalitaire? Moi, je pense que ça doit être inclus dans le message de prévention. Parce qu'on est constamment en train de faire voir aux femmes, ou même aux hommes, là, on parle aux victimes, ce qu'ils ne devraient pas vivre, de ce qui n'est pas acceptable, mais est-ce qu'on fait la promotion de ce qui est idéal? En fait, ça leur permettrait de se projeter, là, je pense. Et je pense qu'il y aura un impact plus grand sur le message de prévention. Oui, ça pourrait plus accrocher les jeunes je pense dans que l'aspect des relations, oui. Positives, bien positivement que d'y aller par le biais de la violence. Oui, madame. Oui, mon nom est Camille Fortin de Maison l'Océane, une maison de 2e étage pour femmes victimes de violences conjugales. En fait, elle m'a pris les mots de la bouche. C'est vrai, je pense que c'est très vrai d'avoir ce discours-là. Et ça me fait revoir la petite phrase « Il vous rabaisse et vous dit des mots blessants ». Finalement, ce n'est pas le fait nécessairement que quelqu'un en couple peut dire des mots blessants parfois ou nous rabaisser ou quelque chose comme ça. C'est quand on n'a pas le droit de rétorquer. C'est quand, si le fait de le dire, que ça nous blesse, ça va nous attirer soit des coups ou soit plus de mots blessants encore et encore plus blessants. Ouais. Alors, c'est
c'est ça, en fait, le côté égalitaire de la relation qui n'existe pas. Avoir la liberté de réagir. Voilà. Voilà. Alors, quand vous dites c'est pas ton meilleur, si votre compagne peut dire ben c'est correct, demain tu le feras, le souper. Si tu peux faire mieux. Ça, c'est pas pire. Oui. Moi, c'est juste un commentaire, un élément qui est ressorti très fort dans les analyses de Frédéric, c'est la question du travail rémunéré comme un facteur un facteur de protection dans le cadre des conjoints. C'est un sujet qui n'est pas beaucoup abordé et quand on parle prévention, il me semble que dans un contexte économique où de plus en plus on pose la question de qu'est-ce qui va arriver dans ce monde au niveau économique, de plus en plus d'hommes et de femmes, et beaucoup d'hommes, en chômage et ainsi de suite, c'est quelque chose peut-être à garder en tête au niveau d'activités de prévention. Alors, je le nomme simplement. Dans les études en criminalité, quand on s'intéresse vraiment au comportement criminel, le travail, c'est, je veux dire, il y a des gens qui sont dévoués uniquement à ça, pour la réinsertion, mais aussi, du côté des femmes, c'est intéressant aussi que ça sorte, parce qu'une femme qui n'est pas isolée à la maison, puis qui travaille, ça fait aussi d'autres personnes à qui se confier, d'autres personnes qui peuvent identifier et dire non, t'es pas supposé. Mais en violence conjugale, c'est un facteur ou une variable qui n'est pas beaucoup étudiée. On la nomme dans différentes études, mais elle n'est pas fouillée. Oui, c'est ça, Jean-Jacques, Sûreté du Québec. Tantôt, je vous parlais de la constatation de la différence d'âge. Puis, il m'avait parlé aussi que c'était des personnes qui ne portaient pas plainte. OK, ce n'est pas dans la catégorie là, des dossiers police. Ce qui fait en sorte que c'est vraiment un profil de victime silencieuse. Et ce profil-là de victime silencieuse, moi, où est-ce que je trouve qu'on aurait pu creuser ou encore faire une étude plus approfondie, c'est pas seulement sur le profil, que de savoir qu'est-ce qui a amené ces personnes-là victimes à ne pas porter plainte et leur donner, mettons, je ne sais pas s'il y aurait eu une publicité plus forte, qu'est-ce qui pourrait les pousser à porter plainte? Parce que finalement, il y a des facteurs qui font en sorte. Puis pour ça, c'est bon de comparer avec le cycle de la violence. Dans le sens, est-ce que effectivement c'était juste une fois et c'est tout? Ça a une prépondérance dans la réponse. C'est un petit peu qu'est-ce que je dis, c'est qu'avant de peut-être de se donner des moyens, il faut vraiment voir dans notre profil les personnes là, qui sont ciblées. À savoir de la méthode qu'on veut employer là, pour aller les chercher. C'est pour ça aussi que j'ai fait un lien avec la santé publique, parce que justement, c'est des victimes silencieuses qu'on peut détecter en clinique. C'est pour ça que je trouve ça intéressant, malgré les réserves qui circonscrivent, c'est qui participe à ça. Donc, mais le processus, moi, le processus qui amène à ce qu'on porte plainte à la police, ça m'intéresse beaucoup. Mais avec ces données-là, c'est impossible. C'est pour ça que je suis en train de travailler là-dessus, mais avec les données policières. On a les rapports d'événements, puis on les a lus, on s'est fait une grille d'observation, puis on est en train de rédiger le truc. Mais avec ces données-là, c'est pas possible. Je vais prendre une dernière intervention. Bon, ça va être très court, mais juste par rapport à la question de Mme Jacques, je suis sur le point de terminer une étude avec les femmes autochtones qui vivent de la violence conjugale. Et curieusement, un des motifs pour lesquels ces femmes-là ne dénoncent beaucoup moins. Bien sûr, il y a toute la question des valeurs, l'importance de la famille, tout ça, je ne vais pas dans, parce qu'il y a ça aussi. Mais il y a, entre autres, le fait que les réponses factuelles qu'on donne, par exemple, à une femme qui va dénoncer, sont absolument pas appropriées aux besoins de ces femmes-là. Par exemple, toute la question de la judiciarisation, c'est un des motifs très importants pour lesquels les femmes ne dénoncent pas les situations, parce que les hommes s'en aillent en prison,
et qu'ils ressortent de là dans la même situation ou même dans une situation qui s'est détériorée, ça n'aide pas la femme, ni la famille, ni les enfants. Puis, donc, il y a ce phénomène-là. Puis, il y a aussi toute la réponse autour des enfants qui sont victimes aussi, ou témoins ou qui ont vu. Et actuellement, les enfants sont retirés des familles de façon ça arrive très, très souvent. Les enfants sont retirés des familles. La Direction de la protection de la jeunesse prend en charge ces enfants-là et les femmes ne veulent pas que ces situations-là se passent. Alors, c'est la question, c'est les réponses qu'on a maintenant vis-à-vis de la violence que vivent les femmes, est-ce qu'elles sont appropriées pour répondre à leurs besoins et à leurs attentes? Puis moi, je suis pas en train de dire que ce qu'on fait, tout est mauvais, là, c'est pas ça. Mais il faudrait peut-être aussi revoir nos manières de faire pour voir si ça convient, est-ce que ça répond à leurs besoins. Ça peut expliquer une petite partie peut-être du fait que les femmes, certaines ne dénoncent pas. C'est ça, en tout cas. Alors, je vous remercie beaucoup. On a vraiment dépassé notre temps. On aurait pu discuter longtemps. On commençait à se réchauffer. Donc, merci beaucoup, Frédéric Ouellette, pour ta présentation. Merci à vous d'avoir participé aussi activement. C'était bien agréable. On fait, dans la mesure du possible, assez régulièrement des activités de ce genre-là. Alors, il y en a d'ailleurs une qui va avoir lieu le 21 novembre, ça va être à l'UQAM, et ça va porter sur la violence conjugale envers les femmes immigrantes prévenues, un parcours complexe à plusieurs niveaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde le contexte à plusieurs niveaux. Donc, ce sera Katia ici qui va faire la présentation. Donc, le 21 novembre, de 9h à 10h30. Alors, je vous demande, c'est très important que vous remplissiez le formulaire d'évaluation pour vérifier si vous êtes bon. Si on a bien fait ça, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Alors, merci.